Alors, Marie-Joséphine Sidibé est diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, et a également suivi une formation en gestion des fonds communs de placement avant d'entamer une carrière en banque. Elle fait ses premières armes au sein de la Société Générale en France, puis en Côte d'Ivoire, avant de rejoindre en 1991 l'univers des hydrocarbures. Un changement radical et le début d'une belle ascension. Elle passe 30 ans à la Société ivoirienne de raffinage, CIR, jusqu'à sa nomination en 2021 à la tête de la Société multinationale des bitumes SMB. Je pense que ça peut s'applaudir vivement. Alors, Madame Sidibé, on entend parler des SMB, mais le commun des mortels ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Alors, expliquez-nous. La SMB, c'est... Bonjour à tout le monde. Je m'excuse de vous retenir encore longtemps. La SMB, c'est la Société multinationale de bitume. C'est la filiale de la CIR. La CIR détient la SMB à 72% et les 28 autres pourcents sont cotés à la Bourse des valeurs. Donc on est sur la même plateforme. Donc la SMB, c'est la deuxième raffinerie, comme la CIR. On est sur le même territoire. La SMB importe du pétrole brut lourd d'Amérique latine, justement Venezuela, Colombie, Mexique. Et puis on vient raffiner. On produit du super, du gasoil, des produits légers qui ne sont pas finis. Donc on les envoie à la CIR, ça s'appelle les distillats, qui va les retraiter et puis les vendre quand on vous vend le super et les choses. Et le fond, qui est le lourd, on prend pour fabriquer du bitume, qu'on vend en Côte d'Ivoire pour à peu près 45%, et le reste, on exporte un peu partout au Nigeria, Ghana, ainsi de suite. Donc voilà la SMB. Mais avant ça, j'étais 30 ans de CIR, c'est le même métier. Bravo, bravo. Alors, une femme dans les hydrocarbures et en plus à un niveau aussi élevé, c'est pas souvent qu'on le voit. C'est vrai que de plus en plus maintenant, on le voit notamment à la tête de Petrosi également, on voit une dame. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le temps des femmes dans les hydrocarbures, d'autant plus que ces hydrocarbures sont en train de prendre véritablement de la place comme pilier de l'économie nationale? Oui, voilà, disons que bon, le temps des dames, ça a toujours été ouvert, simplement qu'on ne s'informait pas. C'était dans le commun, dans l'esprit des gens comme un métier d'homme. Parce que bon, les hydrocarbures, c'était assez fermé. Et justement, j'ai un peu, sans m'en vanter, contribué à ouvrir. Quand je suis rentrée à la CIR, il n'y avait que 7 femmes cadres. Le reste, c'était les assistantes et tout. Bon, j'ai fait un métier d'homme, je montais sur les navires de pétrole brut, je suis allée sur les unités. Et donc, même ça a permis aux personnes qui recrutent de noter qu'on peut ouvrir le métier à des dames. Et puis, parallèlement, dans les formations à l'école, les filles aussi ont commencé à s'orienter vers ces métiers-là en Europe. Et puis, l'un dans l'autre, bon, on a ouvert. La raffinerie, en fait, c'est transverse. On pense que c'est du pétrole, mais c'est transverse. Il y a de tout là-bas. Il y a finance, il y a comptabilité, il y a les mouvements, le juridique, il y a tous les contrats internationaux. Ce qui est bien, c'est que c'est un métier international. Quand vous y êtes, on rejoint l'excellence. Vous ne pouvez pas ne pas travailler selon des standards internationaux. Une raffinerie en Côte d'Ivoire, on raffine comme une raffinerie aux États-Unis. C'est le même feu qui peut déclencher, ravager toutes les unités. Ce sont les mêmes réactions chimiques, les mêmes équipements. Et donc, on est dans ce monde-là. Et comme l'Afrique n'était pas encore très bien développée dans ce domaine, nos interlocuteurs, c'est que les Européens. Du coup, on s'est élevé très tôt à ces niveaux de standards-là. Et maintenant que notre pays devient pétrolier, on produit maintenant du pétrole, la Petrosi a fait ces grosses découvertes. On a un peu préparé justement les femmes à l'excellence. On a sensibilisé pour prendre en charge tous ces métiers qui arrivent afin que ce ne soient pas encore des personnes extérieures qui viennent occuper tous ces postes-là. Donc on est vraiment préparé grâce à l'INHP qui a fait aussi on va dire quoi, des programmes sur le pétrole et grâce au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui a donné beaucoup de bourses pour former les gens à l'étranger qui revenaient. Parce que quand elles reviennent, elles trouvent du travail à Petrosi, à la CI, à la Gestosi. Ça aussi, c'est important. Si vous formez les gens, on investit
dans l'excellence, il faut que ces personnes puissent revenir pour impacter à leur tour les générations qui sont là. Voilà, j'ai impacté, c'est mon fils. Son père est Charles, on est dans la même promotion SK. Voilà, donc, vous voyez, quand il a dit le président, transmission générationnelle. Voilà. Bravo, Madame Sidibé, bravo pour ce que vous faites, pour cette expérience si riche. Bravo. Oui, alors je vais passer la parole également au Benjamin. C'est une belle transition à la fois générationnelle et toute la suite. Alors, vous êtes diplômé de l'école de guerre économique et des universités de New York et de Warwick, et vous êtes consultant en cybersécurité et président fondateur de CyberOps. C'est bien ça? Alors, vous avez travaillé en tant que consultant de services financiers chez Deloitte, Abidjan et Johannesburg, et vous êtes également lauréat du prix Africa 35 notamment. Ça peut s'applaudir. Bravo à vous. Alors, vous êtes aujourd'hui directeur des opérations de Genesis Group et commissaire général du Cyber Africa Forum. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement votre groupe et ce que vous faites? Bien sûr. Alors, pour faire très simple, le groupe Genesis est un groupe qui est aujourd'hui présent dans 4 secteurs d'activité principaux. Donc le premier qui est les services financiers, le deuxième dans la sécurité numérique, le troisième dans les médias et la communication, et le quatrième dans tout ce qui est hospitality et industrie culturelle et créative. Donc voilà, pour faire très simple. Je saisis l'occasion déjà aussi à M. Lauré pour le remercier de m'avoir inclus dans cette prestigieuse initiative. Et puis je suis aussi très honoré d'être à côté de ma maman parce que comme elle a dit, elle est très proche de mon père et c'est quelqu'un que j'admire professionnellement. Donc aujourd'hui d'être assis à côté d'elle, vraiment, je ne sais pas si je le mérite, mais en tout cas c'est un honneur. Donc merci beaucoup pour l'invitation aussi. Merci d'avoir répondu présent. La dernière question que je vais vous poser, elle est relative au Cyber Africa Forum. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est l'objectif et quelles sont les perspectives? Bien sûr, le Cyber Africa Forum, donc c'est une plateforme que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant, qui au départ était pensée comme un rendez-vous, on va dire, annuel pour les professionnels et les acteurs de la cybersécurité en Afrique, et qui au fur et à mesure du temps a pris de plus en plus d'ampleur, et qui est aujourd'hui vraiment un rendez-vous panafricain, je pense, en matière de confiance numérique, de cybersécurité, de transformation digitale. Donc c'est vraiment un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous d'influence. Et pour nous, voilà, l'objectif c'est d'en faire un rendez-vous international. Donc on a tenu la 5e édition en juin dernier au Bénin. On est en discussion active pour voir où se tiendra potentiellement la 6e édition en 2026. Mais voilà, l'ambition reste vraiment d'en faire un événement aux standards internationaux organisé par des Africains en Afrique. Donc voilà. Bravo. Alors, le président Bleka voulait dire quelque chose pour refermer avant que je ne donne la parole à Madame Sidibé. Je voulais juste terminer, excusez-moi, en tant que parents, il nous appartient d'éduquer nos enfants dans l'excellence. En général, la génération de maintenant, justement, ils aiment ça. Ils regardent les grands artistes, tout ce qu'ils voient dans les journaux, ils veulent être comme ça. Donc, ils ont déjà de l'ambition. Donc, il faut les encadrer, il faut leur donner l'exemple, les associer, leur donner le goût de cette excellence-là. Et ils ont les dispositions intellectuelles vraiment pour poursuivre, quoi. Et quand vous êtes excellent, que vous cultivez ça, vous faites des enfants encore plus excellents que vous-même. C'est le cas de Franck. Son père Charles qui est excellent, mais ce qui vit avec lui là, je crois qu'ils sont encore plus excellents. Donc je voulais dire ça. Et pour terminer, c'est un honneur que la Côte d'Ivoire, qu'on m'a fait à travers la Côte d'Ivoire à travers moi, parce que justement pour m'honorer de toutes ces années, parce que j'étais un peu la seule femme dans le pétrole dans la sous-région à part le Nigeria, j'ai été élue président de l'association des raffineurs africains de 70 pays depuis avril 2025 pour 2 ans. Donc là,
on est en plein mandat, on va aller en Afrique du Sud pour commencer. Donc, vraiment, j'encourage les femmes à venir dans ce domaine-là. C'est gratifiant et puis c'est intéressant aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Sidibé. Alors, Ferdinand, tu voulais ajouter quelque chose? Et après, je vais redonner la parole à... Oui. Vous êtes raffineur. Merci beaucoup. Je vais m'asseoir. Oui, monsieur le modérateur, la deuxième question qu'il avait, ça concerne le plus grand projet, le premier au monde, que nous sommes en train d'exécuter en Côte d'Ivoire dans le cadre de réchauffement climatique et surtout la réforestation. Ce projet, monsieur le modérateur, c'est en cours avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça se tient sur 14 000 hectares dans le district de Ma. Et la Côte d'Ivoire a eu cette chance pour importer, faire l'aménagement et planter tout ce qui est espèces végétales, pharmaceutiques et médicinales en voie de disparition dans le monde. D'ici 10 ans, si on ne fait pas attention, vous n'aurez plus les plantes pour fabriquer les antibiotiques. Tout s'est détruit, tout c'est fini même à plus presque. Et c'est pour cela que nous avons signé avec l'État de Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale de la santé pour faire une réforestation, mais avec ces espèces qui sont de sorte que ce soit une forêt de conservation des plantes pharmaceutiques et médicinales en voie de disparition dans le monde. Et le projet est en cours actuellement avec 80 experts ivoiriens et les autres pays. Et nous continuons. Et en cela, il y a aussi le premier bâtiment des tradis praticiens. Les tradis praticiens, ils sont là, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas de bâtiment. Donc on fait un bâtiment, la maison des tradis praticiens, pour qu'ils soient ensemble avec la médecine moderne, pour s'entendre et nous aider à nous soigner. Et nous avons fait cela en Inde, avec le président Modi. Et nous venons de l'Inde avec le DG de l'OMS, on vient d'inaugurer cette maison. Et c'est la même maison-là qui est reproduite avec le financement du gouvernement de l'Inde. Et par la grâce de Dieu, pour l'ouverture, le président indien dans notre pays. Voici ce que je voudrais ajouter sur ces projets. Merci. Bravo, bravo. Bravo, Ferdinand, bravo. Alors, Franck, dernière question. Alors, vous êtes un expert averti du secteur de l'économie numérique, de la cybersécurité notamment. Alors, vous qui avez une connaissance fine de ces domaines, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'économie numérique peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Alors, je pense que l'économie numérique peut nous aider de plusieurs façons. On est dans une phase de digitalisation assez accélérée. Je ne sais pas si je peux dire à marche forcée, mais en termes de productivité déjà, c'est un gain de temps, d'énergie et d'économie qu'on peut faire aussi, que ce soit pour des transactions financières, que ce soit pour des démarches administratives. Et donc ce gain de productivité-là, justement, devrait nous permettre de produire encore plus et encore mieux. On parle beaucoup de l'impact de l'intelligence artificielle également, donc qui devrait, dans certains secteurs d'activité, nous permettre aussi de mieux nous soigner. Donc une population qui est mieux soignée et qui est en bonne santé peut produire plus et mieux. De pouvoir avoir des rendements plus importants dans le domaine de l'agriculture aussi, par exemple, dans le domaine des secteurs financiers aussi, de pouvoir mieux gérer et anticiper certaines transactions. Après, c'est un processus qui est complexe, c'est un processus qui prend et qui va prendre du temps. On continue de faire encore beaucoup de démarches par papier. C'est une phase de l'économie aussi qui demande de faire plusieurs investissements. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data centers au niveau mondial.
en Afrique et en Côte d'Ivoire, on n'en a pas encore suffisamment pour pouvoir développer le plein potentiel de ce que l'intelligence artificielle, par exemple, pourrait nous apporter. Donc voilà, je pense que c'est une belle opportunité, mais il y a encore pas mal de choses et pas mal de prérequis à débloquer avant de se dire qu'on pourra effectivement en tirer le plein potentiel. Merci beaucoup. On acclame Franquier. Vous restez là, bon, avec Maman Sidibé, je permets, qui va donc clore ces panels. Pourquoi tu souris? C'est Maman Sidibé, c'est notre maman à tous. C'est pas la maman de toi seul, Franck. Hein, voilà. Alors, Madame Sidibé, le thème de ce forum, de cette première édition, c'était valorisation du capital humain et accélération du développement de la Côte d'Ivoire. Selon vous, comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment on peut valoriser davantage le capital humain qui commence à exister, à se propager aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut véritablement l'orienter, valoriser ce capital-là déjà et faire en sorte qu'il puisse accélérer donc le développement de la Côte d'Ivoire? Ok. Merci. Je pense que cette question a été bien traitée par le tout premier intervenant qui était venu. Et donc, le capital humain, déjà, bon, il faut le recenser, les détecter. Et puis, une fois qu'on les a, il a dit, il faut bien les utiliser. Parce que si le monsieur de Boeing qui est venu, voilà une tête qu'on n'a pas vue, puisqu'il s'est fait même licencier de son travail, et puis il est reparti aux États-Unis, et voilà ce qu'il est devenu. Donc déjà, il faut pouvoir exploiter, identifier ce capital humain-là, leur donner l'opportunité de rester. Et puis il faut bien les payer aussi, parce que si les gens ont fait toutes ces études-là, tous ces parcours qui ne sont pas bien payés, forcément les gens vont repartir. Maintenant, les valoriser, c'est dans quel poste? Il faut laisser les gens s'exprimer. Souvent, dans les entreprises, on affecte les gens au lieu de passer par un processus. Les RH, c'est devenu très important. Il faut discuter avec les employés, les cadres, les ressources, pour pousser, pour pouvoir détecter le potentiel de chacun. Parce que tout cadre ou tout employé présente un visage facial, mais derrière, il y a des opportunités parfois ou du potentiel qui n'est pas exprimé parce que la personne n'est pas au poste où elle est. Et donc, au niveau des ressources humaines et un peu partout, il faut pouvoir donner l'opportunité d'éclore, voilà, pour qu'on les voit, bien les utiliser et puis maintenant les orienter vers le privé. Parce que c'est le secteur privé. C'est vrai que le domaine public, on a besoin, voilà, mais c'est le secteur privé qui va, de la façon dont c'est configuré, permettre de libérer tous ces potentiels en accord avec l'État, hein, puisqu'il faut aussi des structures pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse, pour que les gens s'expriment, pour créer des emplois, pour perpétuer la chaîne. Parce qu'il ne faut pas que voilà, ça s'arrête dès le premier. Et c'est en perpétuant la chaîne que on suit le chemin des pays développés et tout ça. Et donc voilà, l'éducation aussi au passage, hein, parce que bon, les écoles doivent être des écoles d'excellence. Je me réjouis qu'on ait repris tout ce qui est à la fin de l'année, là, les prix d'excellence qu'on distribue. Alors, en Côte d'Ivoire, on aime bien. Des fois, c'est bien les modes. Dès qu'il y a quelques entreprises ont repris, tout le monde maintenant s'intéresse et le fait. C'est très bien. Parce que on aime ça. Moi, je me souviens quand on était à Yamoussoukro, les internats aussi, voilà, les internats d'excellence. J'ai été accompagnée, j'étais l'invitée de la ministre Marie et tout, dans un lycée d'excellence qui est en construction. Il y en a, je crois, 9 ou 14 en construction sur tout le territoire qui sont en train de s'ouvrir avec internat. En tout cas, c'est des internats filles, mais parfois mixtes. Ce sont des terreaux, des opportunités pour fixer les talents, les faire développer. Parce qu'on n'est pas dans un environnement comme les Européens où les gens ont un niveau de maturité pour se gérer seuls pendant le scolaire pour arriver. Il faut encadrer ici. Et tout ce dispositif-là est bien fait, c'est important. À nous maintenant de saisir l'opportunité, nous parents, d'accompagner les enfants pour que chacun joue aussi son rôle, pour que toute la chaîne nous conduise au développement vraiment réel de notre pays. Bravo, bravo. Il n'y avait pas meilleure conclusion donc, de ces panels, de ce forum. Merci, merci Madame Sidibé, merci Franck. Je vous remercie. Merci beaucoup.
voilà, tout le monde l'a dit, je pense qu'on est tous édifiés. Que vraiment, il a beaucoup souffert hein, quand quand il nous appelle, on est occupé, voilà, mais c'est vraiment une très belle initiative. On comprend mieux et je pense que toutes les personnes qui sont là, demain, si vous les appelez pour vraiment faire des choses, on va tous courir pour venir parce qu'on a appris beaucoup de choses à échanger. Et donc, merci pour l'initiative. On est là pour vous soutenir. Moi, je serai votre ambassadeur auprès de beaucoup de structures. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci.